Alors, qu'est-ce que la science nous dit sur la motivation? Donc, motivation, mettre en mouvement. Qu'est-ce que la science nous dit? Elle nous dit, vous pouvez être au niveau 0, vous pouvez être au niveau 5 ou au niveau 10. Au niveau 0, ça s'appelle la dépression. La dépression, littéralement, l'incapacité de faire quoi que ce soit. C'est une incapacité physique. Les gens qui ont subi une dépression et qui s'en sont heureusement sortis décrivent ça comme un mélange de ce qu'on ressent quand on a un deuil, sauf que ça ne s'atténue pas, ou quand on a une rupture qui ne s'atténuerait pas, ou quand on a une douleur chronique, mais constante. Et en face, aucune reconnaissance de cet état. C'est dans ta tête, bouge-toi un peu quand même. Alors, une maladie aussi handicapante. Donc c'est une maladie qui touche, on estime qu'au niveau du monde, c'est 430 millions d'habitants, c'est 1,5 fois la population européenne. En dépression, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas sortir de leur lit. Ils sont allergiques à la fois à l'action et au mouvement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment une maladie comme ça a pu survivre à la sélection de l'espèce. Ça fait 200 000 ans qu'on est humain, on n'a pas beaucoup bougé, hein, on est le même ADN. Il y a beaucoup de maladies qui ont été repoussées loin dans ce qu'on appelle, on les appelle aujourd'hui des anomalies génétiques, on les appelle aujourd'hui des maladies rares. Et 430 millions d'habitants qui souffrent chroniquement de dépression, c'est pas rare. Ça fait partie des maladies qu'on peut commencer à compter comme les maladies importantes. Donc pourquoi est-ce que biologiquement cette maladie existe encore? Elle aurait une utilité. Eh bien, il y a un moment où ne pas bouger, est une bonne option. C'est peut-être plus très utile maintenant, mais fut un temps, on risquait de rencontrer une bête sauvage ou une maladie, et pouvoir se remettre, c'était rester allongé le temps qu'il faut pour le corps à réparer tout ça. Alors il y a des éléments qui semblent montrer que c'est une option probable. D'abord, on constate qu'à chaque fois qu'il y a de la dépression, il y a une augmentation de la température, comme une sorte de fièvre. Si on est attaqué par des virus, si on est attaqué par des bactéries, si on doit se guérir d'infection suite à une blessure, c'est utile d'augmenter la température. Et puis il y a de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est ce que fait le corps pour réparer ou pour lutter contre l'infection. Alors, quelles leçons allons-nous tirer de ceux qui n'ont pas de capacité à se motiver? Parce que finalement, ça nous indique ce qu'il faut éviter. Alors, il faut lutter contre le stress. Lutter contre le stress, ça veut dire méditer, prendre le moment d'être dans l'instant, et prendre des longs moments pour être dans l'instant. Rendre grâce, ça veut dire reconnaître les choses bien qu'on a vécues dans la journée, parce que les choses mauvaises, votre cerveau il est très fort à les collectionner. Faire de l'activité physique et être au contact avec la nature. C'est ce que dit la science, voilà ce qui a un impact pour éviter le stress. Contre l'inflammation, arrêter les glucides et les huiles végétales. Le soleil, qui va produire, quand il fait suffisamment, quand on est en été et que le soleil est suffisamment haut dans le ciel, donc le moment où votre maman vous avait dit de surtout pas vous mettre au soleil, c'est à ce moment-là, quand il est à plus de 45 degrés, qu'il va produire à travers votre peau de la vitamine D qui est très anti-inflammatoire. Maintenant, si vous avez réussi à bouger et à venir jusqu'ici, vous êtes probablement au moins dans le niveau 5. Vous êtes en train de chercher à vous motiver. Vous avez des motivations
extrinsèques qui viennent de l'extérieur, l'argent, les récompenses, les primes, la peur, les punitions. Pas une très bonne idée. Pas très utile, pas très efficace. Il y a beaucoup d'études qui ont été produites sur le sujet et qui nous expliquent que finalement, ça détruit la performance. Alors on va aller chercher plutôt les motivations intrinsèques, celles qui viennent de nous-mêmes, qui nous font bouger de l'intérieur. Et on en trouve 3 grandes origines qu'on va développer: l'envie de progresser, le besoin de se diriger seul et le besoin, la quête de sens. L'envie de progresser, on le doit à cette molécule-là, qui est la dopamine. La dopamine, elle est là pour nous faire aller et continuer des tâches incertaines, des tâches qu'on n'est pas certain de réussir, des tâches qui sont difficiles. Et quand elles sont en échec, on a besoin de la dopamine pour continuer à avancer, pour continuer à essayer. Alors il y a des gens qui ont très bien compris ça, les médias sociaux. Ils sont très très forts à vous proposer des petites tâches, un peu difficiles, un peu incertaines. La plupart du temps, quand vous allez consulter vos médias sociaux, vous trouvez des choses inintéressantes, vous êtes un peu déçus, mais la dopamine est là pour vous dire « essaye encore ». Ce sont des mécaniques d'addiction. Et, de temps en temps, on trouve un article qui est sympa. Le deuxième besoin, celui de se diriger, d'être en autonomie, de contrôler ce qu'on fait, il est lié à d'autres types d'hormones, notamment la cortisol et la testostérone. Testostérone, c'est l'hormone de l'énergie. La cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ils servent à ce besoin social de se coordonner. C'est-à-dire qu'avec ces 2 hormones, et puis on parlera d'une troisième tout à l'heure, il va y avoir la capacité à décrire une hiérarchie. Une hiérarchie, c'est en gros qui commence à manger quand on a abattu un gibier. Et ça paraît injuste de nos jours, où on voudrait l'égalité, mais le problème, c'est que cette hiérarchie, si elle n'existe pas, on doit se battre à chaque fois qu'on a une prise pour savoir qui commence. Et à chaque fois qu'on doit se battre, c'est l'occasion d'être blessé et donc une perte globale pour la société. Aussi bien pour le plus fort que pour le plus faible. Tout le monde peut être blessé dans un combat. Donc du coup, cette idée de hiérarchie a du sens. Et on a un moyen de savoir ce qui se passe quand on enlève la hiérarchie. Ça donne des génocides, ça donne le Rwanda, ça donne le Cambodge, ça donne la Vendée. À chaque fois, vous voyez à l'origine une destruction de la hiérarchie et un génocide. Troisième besoin, sentiment d'utilité sociale, le besoin de, c'est le besoin d'être en, d'avoir du sens. Il est décrit assez tôt dans les Écritures, puisque la deuxième histoire que raconte la Genèse, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et en fait, c'est l'histoire de la conscience de soi. Ce qui est propre à l'homme, ce qui fait qu'on est devenu l'Homo sapiens, c'est qu'il y a quelque part entre moins 70 000 et moins 200 000, on est encore un peu incertain, on est devenu conscient qu'on existait. Ceux qui ont des enfants, mais aussi ceux qui sont des enfants encore aujourd'hui, se souviennent sans doute de ce moment où ils ont eu conscience qu'ils existaient. Ils ne se souviennent pas de leur naissance, mais la deuxième naissance, le moment où ils se sont dit « mais en fait, je suis tout seul au milieu de la cuisine », c'est Freud qui racontait son expérience personnelle, c'est une naissance. À partir de ce moment-là, plus rien n'est comparable. Eh bien, Adam et Ève, vous vous souvenez qu'ils mangent le fruit défendu. Vous avez certainement parfois compris que c'était lié à de la sexualité ou à des choses interdites, mais en vérité, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi c'est grave? Parce que quand on sait, quand on est conscient de soi, qu'on sait ce qui est bien, ce qui est mal, on peut faire le bien ou on peut faire le mal. Dieu revient, Adam voit qu'il est nu,
Bah, il était déjà avant. Mais là, il en est conscient. Et Dieu dit à Ève, tu enfanteras de la douleur. C'est présenté comme pour te punir d'avoir donné la pomme, etc. Mais ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le fait que les animaux, quand ils ont à accoucher, ils ne savent pas 9 mois à l'avance que oulala, il va y avoir une épreuve au bout. Et une épreuve de souffrance. Ils ne le savent pas. Et quand ça arrive, ils le passent. On sait que c'est douloureux pour eux aussi, mais c'est une épreuve. Et après, ils n'y penseront plus. Nous, les femmes vont enfanter la douleur, nous, on va faire face à un monde difficile, donc il va falloir lui donner du sens. Je voudrais vous parler du dernier niveau. Souvent, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, ils ont besoin de bouger, mais aussi de faire bouger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre de Yuval Harari. C'est un livre assez extraordinaire qui dit qu'on a vécu plusieurs révolutions successives. La conscience de soi, on vient d'en parler. L'arrivée de l'agriculture. Donc autant la conscience de soi, c'est assez douloureux de devenir conscient de soi. L'agriculture, on passe d'une époque où on travaillait 4 heures par jour et on faisait la fête le reste du temps, à une époque où il faut s'occuper du champ. Et là, c'est du 12 heures par jour. C'est un changement qui est terrible pour l'individu. Pour l'humanité, on passe de 25 000 habitants avant la prise de conscience à 25 millions d'habitants sur l'ensemble de la planète avant l'agriculture. Et puis l'agriculture de 25 millions à 250 millions. Pour l'espèce, c'est extraordinaire. Pour l'individu, c'est une mauvaise nouvelle. On a eu une troisième révolution qui n'a pas encore couvert toute la surface du globe, qui est la révolution de la science et de l'individu, la compréhension qu'on est des individus. Et Yuval Harari dit qu'on arrive dans la nouvelle révolution, qui est celle de l'informatique et de l'algorithme. Si on se place dans cette révolution, la précédente, celle qui est encore en train de se développer, qui est celle de la conscience de l'individu, je n'existe pas parce que j'appartiens à mon groupe, j'existe moi en tant que tel. C'est au niveau de l'individu, de l'indivisible, que se situe la décision. Donc l'entrepreneur, il va devoir faire bouger l'ensemble des individus pour utiliser leur énergie. Alors pour ça, s'il ne le fait pas, il arrive ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises occidentales. Un quart seulement des employés se sentent motivés par leur entreprise. Or, dans les entreprises qui ont un but, c'est 75%. C'est un changement considérable. Du coup, le leader doit donner du sens. Pour ça, c'est à la fois l'ordre, c'est-à-dire s'assurer que son organisation est stable, et à la fois le chaos, c'est l'innovation et la croissance. L'ordre, c'est quand il n'est que le représentant du groupe, quand il cherche à le perpétuer, à maintenir une explication de pourquoi le monde tourne, mais pas la tyrannie. Le chaos, c'est la rupture, la croissance, la folie humaine, pas les gilets jaunes. Alors cet équilibre-là, vous avez déjà entendu parler très fréquemment, le yin, le yang, ou ce dieu mésopotamien de 2 serpents qui se mordent la queue, qui est assez clairement évoqué dans les débuts de la Genèse. Pour en finir, je vais vous demander de vous poser 2 questions. Comment est-ce que vous parlez à vous-même? Est-ce que vous accepteriez qu'un patron vous parle comme ça? Est-ce que vous trouvez que c'est très motivant? Donc je vous propose de vous traiter avec respect. Merci beaucoup.